Merci. Donc, je m'avais faire une présentation qui est un peu la suite de ce que Moustapha a présenté tout à l'heure. Les services écosystémiques fournis par la végétation ligneuse, mais en me focalisant sur la réserve de biosphère du Ferlo, qui est une aire protégée d'un type particulier. Donc, le Ferlo subit depuis plusieurs décennies des facteurs zooanthropiques, notamment la croissance démographique qui a impacté sur les ressources, le surpâturage, la coupe d'arbres, les feux de brousse et les défrichements. Et à ces facteurs zooanthropiques s'ajoutent des facteurs d'ordre naturel, notamment les déficits pluviométriques, la baisse de la fertilité des sols et l'érosion. Et ces facteurs ont engendré un déséquilibre écologique de ces écosystèmes sahéliens avec comme conséquence une perte de biodiversité, une perte des services écosystémiques et une incursion dans les parcs et réserves. Et c'est ce qui avait poussé l'État du Sénégal à prendre l'option de créer une réserve de biosphère qui devait regrouper les réserves de faune du Ferlo Nord et du Ferlo Sud. Et pour faciliter la gestion de cette réserve de biosphère, il était nécessaire de caractériser la biodiversité, mais également les services écosystémiques. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une réserve de biosphère? Je voudrais un peu revenir sur la définition d'une réserve de biosphère. C'est des aires portant sur des écosystèmes terrestres, côtiers ou marins, où l'on essaye de concilier la conservation de la biodiversité avec son utilisation durable tout en maintenant les valeurs culturelles qui y sont associées. Et les trois fonctions d'une réserve de biosphère, c'est d'abord une fonction de conservation, c'est-à-dire conserver la biodiversité dans toutes ses dimensions, diversité génétique, diversité des écosystèmes et diversité des espèces, mais également une fonction de développement, parce qu'en plus de la conservation, la réserve de biosphère joue un rôle de développement par la fourniture de services écosystémiques. Et la troisième fonction, c'est une fonction d'appui logistique ou de production de savoir. Comme on a l'habitude de le dire, les réserves de biosphère, c'est des laboratoires en plein air, ou des classes en plein air ou des laboratoires à ciel ouvert. Et pour assurer ces trois fonctions, les réserves de biosphère doivent avoir un zonage précis, avec une aire centrale. Les aires centrales qui sont des aires de conservation, l'objectif c'est la conservation. Ensuite, une zone tampon où on peut faire du développement et de la conservation et une aire de transition. Et ces réserves de biosphère, comme je l'ai dit tantôt, fournissent des services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est l'ensemble des bienfaits que les écosystèmes procurent à l'humanité. Et ils ont été classés par le Millennium Ecosystem Assessment en 2005 en services d'approvisionnement qui concernent les produits tirés des écosystèmes, qui sont souvent plus tangibles parce que commercialisables, les services de régulation découlant de la régulation des processus écosystémiques et les services culturels. Et les services d'appui sont les services nécessaires pour la production de ces trois autres catégories de services. Et pour étudier ces services écosystémiques, au niveau de la réserve de biosphère du Ferlo, je disais tantôt, c'est situé au nord-est du Sénégal, avec une superficie d'environ 2 millions d'hectares, et avec une végétation constituée de savanes arborées, de savanes arbustives, et de savanes herbeuses, mais également de steppes et une zone agricole. Mais il faut noter que cette zone, ce n'est pas une zone agricole, c'est une zone par excellence pastorale. Et pour le matériel et méthode, nous avons fait des enquêtes socio-économiques, nous avons fait des observations directes, mais également une revue bibliographique. 40 exploitations pastorales ont été enquêtées avec un taux de sondage de 11%. Nous avons également
fait un guide d'entretien pour les services techniques déconcentrés et les autorités administratives, mais également des enquêtes informelles au niveau des services des eaux et forêts et des parcs nationaux. Et pour évaluer le fourrage et la quantité de bois, nous avons utilisé la méthode des branches standards qui consiste à choisir de grosses branches en considérant que toute branche est un petit arbre à la limite, où on mesure certains paramètres, notamment la longueur et le diamètre. Mais également, après défeuillage, les feuilles sont pesées et le bois également est coupé en petites rondelles. Et nous avons utilisé le logiciel Mintab pour ça. Pour le traitement des données d'enquête, certains paramètres ont été étudiés, notamment la fréquence de citation, la valeur d'usage, qui est un paramètre qui permet d'avoir une idée sur l'importance relative des espèces par rapport à une catégorie de services écosystémiques. Le facteur de consensus informateur qui donne une information sur le niveau de consensus d'utilisation de ces espèces, mais également le niveau de fidélité également a été calculé. Et le cortège floristique a été étudié. Les populations ont pu identifier 44 espèces ligneuses appartenant à 36 genres, relevant de 20 familles botaniques et qui sont utilisées par ces communautés locales. Et les espèces, les familles des Mimosacées, des Césalpiniacées et les Caparacées sont les plus représentées. Et les espèces avec les valeurs d'usage les plus élevées sont présentées dans ce tableau. Et ce sont ces trois espèces qui sortent du lot, Grevia bicolore, Pterocarpus lucens et Combretum glutinosum. Mais également, le facteur consensus a été étudié par catégorie d'usage. Je reviendrai sur les 6 catégories d'usage qui ont été identifiées par les communautés locales. Et le bois d'énergie a un facteur de consensus informateur de 94%. C'est-à-dire, les populations sont à la limite, ont un consensus sur les espèces qui sont utilisées comme bois d'énergie à hauteur de 94%. C'est également très élevé, 92% pour la nourriture. C'est un peu faible pour la pharmacopée, 70%, parce que pratiquement toutes les espèces sont utilisées dans la pharmacopée. Sur les 44 identifiés, les 38 sont utilisés pour la pharmacopée, ce qui fait que le facteur de consensus est assez large. Et les services qui ont été identifiés par les communautés locales, la nourriture, où on a essayé de voir quelles sont les espèces qui sont les plus utilisées pour la nourriture par les communautés locales. Et les espèces qui sortent du lot, c'est les Usuphis mauriciana, l'Adansonnia digitata et le Balanites aegyptiaca que mon prédécesseur a présenté tantôt. Et des espèces comme Prosopis, Juliflora et Moringa oleifera ont un niveau de fidélité de 100%. C'est-à-dire, ces espèces ne sont utilisées que pour cet usage, pour l'alimentation humaine. Le fourrage. On a également étudié la fréquence de citation et le niveau de fidélité des espèces qui sont utilisées comme fourrage. Et les espèces les plus utilisées, c'est Grevia bicolore, Pterocarpus lucens, Engera senegalensis. Et le fourrage, c'est tellement important dans cette zone parce que c'est une zone pastorale et la végétation herbacée ne parvient pas à nourrir le bétail durant toute l'année. Nous avons essayé de voir quelle est la fréquence de citation des espèces les plus élaguées, c'est-à-dire que les éleveurs coupent. C'est Lucens, Pterocarpus, Lucens, Grevia bicolore et Adansonia digitata. Et nous avons essayé d'évaluer la production fourragère produite par une espèce emblématique de cette zone du Ferlo Sud, c'est-à-dire Pterocarpus lucens, en utilisant bien sûr des relations allométriques, une courbe de régression linéaire qui nous a permis de sortir une relation nous permettant de calculer la production fourragère. Donc on avait fait 2 modèles, mais en faisant les tests de normalité et les hypothèses d'indépendance, on a choisi le modèle 1 de régression linéaire qui était le plus approprié, ce qui nous a permis d'estimer la production fourragère de cette espèce qui est estimée à 178 kg de matière sèche par hectare. Et c'est ça, Pterocarpus lucens. Pour la pharmacopée, je ne vais pas trop insister parce que mon prédécesseur en a déjà parlé. C'est vrai qu'ici, c'est une aire protégée avec un contexte assez différent. Mais ici, les espèces qui sont les plus utilisées, c'est Combretum glutinosum, Usuphis mauriciana et Acacia nilotica.
Et les parties les plus utilisées, c'est l'écorce, c'est les feuilles, les racines et enfin les fruits et la gomme. Pour le bois d'énergie, il faut noter que dans cette zone, les enquêtes ont révélé que 95% des ménages utilisent le bois d'énergie comme seule source, d'énergie. Et Grevia bicolore, Combretum glutenosum et Pterocarpus lucens réapparaissent. Donc, ce sont des espèces à usage multiple qui sont utilisées aussi bien pour le fourrage, l'alimentation que le bois. Pour le bois aussi, nous avons essayé d'estimer la production de bois en utilisant ces modèles. Et pour Pterocarpus lucens, c'était estimé à 545 kg de matière sèche par hectare. Mais il faut dire que ces espèces subissent une très forte pression liée au commerce de bois parce que le Ferlo est une zone pourvoyeuse de bois à la grande ville de Touba. Donc, les ressources ligneuses subissent une très forte pression. Pour le bois de construction, c'est pareil. On a essayé d'identifier les espèces qui sont les plus utilisées. Lucens et Grevia bicolore reviennent comme étant des espèces qui sont très utilisées. Et pour le bois d'artisanat, contrairement aux autres catégories de services, 6 espèces seulement sur les 44 sont utilisées. Et cette faible diversité paraît être liée au fait que l'artisanat, c'est une activité socio-économique secondaire dans la réserve de biosphère. Et pour finir, je voudrais signaler que les services de régulation sont plus difficiles à appréhender par les communautés locales, mais nous avons pu identifier certains services de régulation, notamment la régulation du climat local, l'influence de la végétation sur la température, sur la pluviométrie, la régulation de l'érosion, l'amélioration de la fertilité. Cette réserve de biosphère joue également un rôle très important dans les services culturels, notamment la valeur spirituelle et religieuse de certains sites, mais également la valeur éducative de la réserve de biosphère qui sert de laboratoire pour les chercheurs, mais également pour la formation et la sensibilisation. En conclusion, nous pouvons dire que le peuplement ligneux contribue à la fourniture de ces 6 catégories de services d'approvisionnement. J'insiste sur le service d'approvisionnement. Les valeurs d'usage élevées montrent également la nécessité de diminuer la très forte pression sur les ressources ligneuses. Il y a également la nécessité d'une recherche approfondie sur les connaissances locales des plantes afin de préserver ce riche patrimoine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je voudrais remercier l'Académie nationale des sciences du Sénégal, mais aussi l'Académie de Chine et leurs différents partenaires pour l'invitation qu'elles nous ont faite de venir échanger avec vous sur le thème des maladies chroniques non transmissibles. Les travaux que je vais présenter sont issus d'un laboratoire international de recherche qui aborde de manière interdisciplinaire les questions de santé. Le laboratoire s'intitule Unité mixte internationale environnement, santé, société et regroupe des chercheurs venant du CNRS France, venant de l'UCAD au Sénégal, venant de l'UGB, aussi Sénégal, du CNRST du Burkina Faso et de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. Alors je les invite parce que nous allons aborder un sujet qui pose problème en Afrique, parce que souvent au niveau international, quand on parle des problèmes de santé en Afrique, on pense plus aux maladies infectieuses. Cependant, les données actuelles montrent bien que l'Afrique est confrontée à un double fardeau sur le plan de la santé. Les maladies infectieuses sont là, mais heureusement, elles sont en train d'être éradiquées, mais se pose le problème crucial des maladies chroniques non transmissibles, qui constituent la première cause de mortalité dans le monde. Et les études récentes montrent bien que 85% de décès prématurés, c'est ça qui pose problème, c'est des décès prématurés, dans les pays à revenus faibles, sont dus à ces maladies.
Ça comporte quoi? Les maladies cardiovasculaires. Vous voyez les chiffres de décès, ce n'est pas la peine que je les cite pour gagner du temps parce que le temps est compté. Les cancers, les maladies respiratoires et les maladies métaboliques. Quand on regarde le contexte africain, on y retrouve la problématique importante de ces pathologies, c'est-à-dire la longue durée, contrairement aux maladies infectieuses qui, quand elles sont bien abordées, durent peu, ce qui pose un problème d'ailleurs d'acceptation par nos sociétés, mais aussi des maladies coûteuses. Or, quand on parle de l'Afrique, on sait déjà qu'il y a un problème de prise en charge sanitaire des patients, ce qui rend le problème plus crucial. Les déterminants sociétaux de ces maladies comportent des facteurs génétiques. Là aussi, quand on parle de l'Afrique, vous voyez l'importance parce que nous avons encore beaucoup de mariages consanguins, les facteurs physiologiques, les facteurs environnementaux et les facteurs comportementaux. Évidemment, dans le cadre des échanges aujourd'hui, il faut insister sur l'interférence entre les facteurs environnementaux sur les comportements, parce que quand l'environnement change, les comportements changent, mais aussi on sait que quand les comportements changent, ça favorise l'expression de certains gènes qui sont impliqués dans ces maladies. Plusieurs facteurs ont été identifiés, mauvaise alimentation, je ne vais pas le détailler parce qu'il y a une équipe justement de ce laboratoire qui va intervenir demain et dont le thème sera de vous parler du problème de l'alimentation, la sédentarité, l'exposition à la fumée de tabac, mais aussi l'usage nocif de l'alcool. Alors, quand on regarde les données épidémiologiques, ce labo a pu initier les premiers travaux de recherche sur le terrain. Parce qu'avant, nous avions des données hospitalières fiables, mais on connaît la limite. Parce que pour connaître la réalité, il faut aller sur le terrain pour avoir les données de la population. 25% de prévalence de l'hypertension artérielle au Sénégal, 10% pour le diabète. Et vous voyez, l'essentiel de ces auteurs appartiennent à ce laboratoire. Et 34% des décès actuels au Sénégal seraient dus aux maladies chroniques non transmissibles, particulièrement l'hypertension artérielle et sa complication, les accidents vasculaires cérébraux. Parmi ces maladies, nous avons fait un focus pour étudier plus en détail la question et comprendre le lien avec les comportements, l'environnement, mais aussi l'évolution de la société. L'hypertension artérielle, première cause d'accident vasculaire cérébral, 68% des patients, et le problème des accidents vasculaires cérébraux, complications fréquentes de l'hypertension artérielle, première cause d'hospitalisation en neurologie, mais aussi progressivement avec les accidents de la circulation, première cause de handicap physique dans nos pays africains. Le problème est une réelle question de santé publique, augmentation de 27% de ces maladies chroniques non transmissibles dans les 15-20 ans à venir. D'où la nécessité d'alerter sur la question. Et comme on parle de partenariat, nous pensons que c'est une question de santé qui nécessite un partenariat avec la Chine et avec d'autres pays. Nous avons étudié les facteurs de risque dans nos pays, particulièrement ici au Sénégal, en zone urbaine, mais aussi en zone rurale, et on retrouve l'hypercholestérolémie, qui est le facteur de risque qui est le plus important dans la survenue des accidents vasculaires, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, je vais y revenir. Nous avons retrouvé l'obésité, les chiffres sont suffisamment parlants, 20 à 50% des populations urbaines d'Afrique sont classées en surpoids ou obèses. La sédentarité qui est en progression, aussi bien d'ailleurs en milieu urbain qu'en milieu rural, et en milieu rural c'est dû à la modification environnementale, mais aussi l'hyperglycémie, c'est-à-dire le diabète, 8,5% de la population adulte mondiale, et nous retrouvons 10% en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est même un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale. Quand on analyse le problème, c'est à la fois une question urbaine et une question rurale. En effet, les troubles lipidiques, c'est-à-dire, si je parle simplement, les questions posées par le taux de graisse dans le sang,
61% des sujets en zone rurale, dont 50% d'hypercholestérolémie. Ça montre une perturbation importante due essentiellement au comportement et à l'alimentation. Le diabète de type 2, bien étudié aussi par les équipes de l'UGB, mais aussi par des équipes de l'UCAD, 10,4% à Saint-Louis, 17,4% à Dakar. La sédentarité, 36%, dû au changement d'activité des populations rurales, et l'obésité, 9 enfants en milieu scolaire, 9 enfants sur 100 ont un excès de poids. C'est un problème de santé publique en Afrique, c'est un problème de santé publique au Sénégal, et comme nous faisons une analyse transdisciplinaire, les équipes de sociologues, d'anthropologues, de géographes ont travaillé avec les médecins pour comprendre. On peut retenir les causes favorisantes, c'est la transition démographique. Accroissement de la population générale, urbanisation rapide et non planifiée. Souvent, on appelle à la mobilité des populations, mais il est très difficile de faire de l'activité physique dans nos villes. Vieillissement des populations aussi. Certes, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que le système de santé a bougé, que l'espérance de vie a augmenté, mais il y a des problèmes inhérents au vieillissement des populations. Et souvent, c'est des questions de maladies chroniques non transmissibles. À ces facteurs qui sont essentiellement démographiques s'ajoutent des facteurs liés au comportement socio-culturel, nutritionnel. Je ne vais pas m'y appesantir, surtout que le temps est déjà fini. Mobilisation des modes de vie. Alors, je vais faire un focus sur une étude en zone rurale pour montrer l'interférence entre les changements environnementaux et ces pathologies. Nous avons étudié donc la prévalence de l'hypertension artérielle au Ferlo. Vous voyez, les chiffres sont suffisamment parlés. Plus de 35%, c'est-à-dire pratiquement une personne sur 3, que ce soit des hommes ou des femmes. Quand on analyse les AVC, qui semblaient rares, parce que c'est ce que les données médicales apportent en zone rurale, 3,3% quand même. Quand on analyse le facteur déclenchant, c'est des problèmes de graisse. Parce que l'indice athérogène est extrêmement élevé, comme le montre cette figure. Quand on voit la complication hypertension artérielle qui bascule vers l'AVC aussi, c'est le facteur athérogène, le facteur lipidique qui semble être au premier plan. On a analysé aussi les différents facteurs connus dans le monde par rapport à ce milieu rural. L'âge y joue. L'absence de consommation suffisante de fruits et légumes. Pourtant, mes prédécesseurs viennent de montrer qu'il y a des fruits qu'on peut bien consommer, mais aussi la sédentarité qui s'installe en zone rurale. En résumé, ces maladies posent un véritable problème de santé publique et nous pensons que dans les projets, aussi bien les projets nationaux qu'internationaux, voilà un réel problème qu'il faut prendre en charge dans le cadre des partenariats, aussi bien au niveau interpays qu'entre les différentes équipes des différents continents. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Mon nom est Oumar Sy, je suis de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Notre communication porte sur mobilité pastorale et aménagement du territoire, les pasteurs du Ferlo à la croisée des politiques publiques de décentralisation. Le plan de communication va s'articuler autour de 3 points. Le premier, c'est partir du principe que la mobilité et la flexibilité constituent les 2 axes majeurs qui permettent au pastoralisme de se développer. Le second, c'est que cette mobilité est aujourd'hui sujet à un certain nombre de contraintes du fait, effectivement, d'un certain nombre de politiques. Le troisième axe sur lequel on va partager les discussions, c'est que la mise en œuvre de la décentralisation pourrait constituer une opportunité si, effectivement, cette décentralisation est bien mise en œuvre. La conclusion, c'est de dire que
toute politique de décentralisation ou d'aménagement de l'espace pastoral qui se veut durable doit prendre en charge au moins 2 éléments. C'est la complémentarité entre les systèmes de production, mais aussi la complémentarité entre différentes zones éco-géographiques. Alors, le Ferlo, c'est cette interland-là, vaste de près de 6000 km² que vous avez ici. Et dans ce vaste espace, et ces espaces attenants qui correspondent en partie au Jolof et au bassin arachidier, vous avez la mobilité et la flexibilité qui s'y sont développées à travers effectivement le pastoralisme. Alors, cependant, au niveau de cette région où vous avez une contrainte majeure qui constitue les ressources en eau et qui impacte sur les autres types de ressources, pour se développer, effectivement, l'État a mis un ensemble de programmes et de projets qui, aujourd'hui, permettent d'atténuer relativement ces contraintes. Alors, la décentralisation, c'est une politique qui est en cours, c'est un processus, et un certain nombre de compétences a été transféré aux collectivités territoriales. Et c'est notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, c'est dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, c'est dans les domaines, c'est dans les planifications compétences dans lesquelles les acteurs locaux, et notamment les collectivités locales, peuvent intervenir à côté de l'État. La mise en œuvre donc de ces politiques permet en principe la promotion du pastoralisme, mais des fois aussi, dans la mise en œuvre, on rencontre effectivement un certain nombre de contraintes qu'il faudrait lever. Alors, quelques enjeux liés à la mobilité. Nous sommes dans une région qui est caractérisée par la variabilité des conditions climatiques et partant des ressources qui s'y trouvent. Et par conséquent, les populations sont obligées de se déplacer et selon la disponibilité de ces ressources et en fonction des zones éco-géographiques. Alors, contrairement à ce qui est communément compris comme étant la mobilité comme étant un facteur socioculturel, non, c'est un facteur à la fois écologique, mais aussi un facteur économique qui permet effectivement au système de se maintenir. Et d'ailleurs, l'un des rares systèmes à se maintenir dans des régions où les conditions sont très aléatoires. Alors, au niveau du Ferlo, les résultats ont montré que la mobilité qui concerne les bovins s'est considérablement réduite à des mouvements de début de saison des pluies à la rencontre des conditions meilleures. Par contre, la mobilité qui concerne les petits ruminants, ce type de mobilité s'est amplifié et qui va du Ferlo jusque dans les régions australes, le Sénégal oriental et des fois même jusqu'en Gambie. Nous avons, dans le cadre des études qu'on a eu à mener dans cette région, à identifier tous les axes de transhumance, et notamment les principaux axes de transhumance, les zones de stationnement de ces éleveurs, les lieux de destination, etc. Ça a été caractérisé et c'est aujourd'hui connu. Et ça permet effectivement d'orienter des décisions. Il s'avère aussi que dans le cadre de cette mobilité, elle ne concerne pas uniquement les populations peules, mais elle concerne aussi les populations pastorales, agro-pastorales, serrères, et ils partagent ces serrères-là avec les éleveurs les mêmes espaces de parcours et de mobilité en quelque sorte. Alors, il s'est avéré aussi que, malgré les contraintes qu'on observe, il y a une augmentation des effectifs animaliers due essentiellement au développement de cette petite élevage qui dope l'élevage des ovins, mais aussi vous avez un développement de la transhumance transfrontalière qui aujourd'hui aussi augmente cette situation. Quelques contraintes qu'il faudrait mettre dans le compte global des contraintes générales, mais aussi de la décentralisation. Alors, les aménagements hydro-agricoles au niveau de la vallée, avec plusieurs programmes visant l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance en riz, entre autres, la maîtrise de l'eau, des programmes tels que le Millennium Challenge Account qui a participé effectivement à augmenter les surfaces cultivables
entre autres, permettent aujourd'hui de restreindre les accès pour les éleveurs au niveau de la vallée. C'est valable aussi au niveau de la zone sud avec le front arachidier où on a aussi des fermes, des acquisitions maraboutiques qui sont aussi d'une certaine ampleur, qui constituent des contraintes. La privatisation à travers le projet sénégalo-allemand de parcours pastoraux, ça aussi, ça contribue aussi à réduire effectivement la mobilité. C'est voilà aussi pour quelques projets et programmes. Et parmi ces programmes, vous avez Asilagom, Biosoy, la Grande Muraille Verte qu'on va voir, effectivement, qui sera partagée ici, peuvent constituer des obstacles à cette mobilité, parce que aussi c'est des axes qui sont nord-sud et qui sont plus ou moins connus. Alors, la communalisation intégrale est comprise pour certains maires comme étant cette course vers le lotissement, vers effectivement l'urbanisation des systèmes de production agricole. Or, il y a eu toujours cette complémentarité entre différentes zones. Alors, il y a des possibilités d'aménager cet espace-là en prenant en compte la durabilité et les différents types de mobilité, mais aussi la durabilité des systèmes pastoraux. Alors, en se basant sur des exemples qui ont été développés au niveau du Ferlo. C'est par exemple en se basant sur l'aménagement des aires de dessert du forage, par exemple, les unités pastoraux. Ces deux exemples montrent que les aménagements qu'on fait dépassent les aires d'une commune ou d'un département. Et par conséquent, cette intercommunalité, ce développement ou un projet d'épaule peut être une solution. C'est valable dans le cas des DAC où on a eu une délibération de 4 communes. L'entente entre Ferlo, c'est 5 régions qui ont mis en commun leurs propositions. Alors, en conclusion, très rapidement, c'est de dire que une politique, pour qu'elle permette le développement du pastoralisme, doit au moins prendre en charge la complémentarité donc, des systèmes et des zones éco-géographiques. Alors, le développement et l'aménagement de l'espace rural a toujours été conçu autour et exclusivement de l'agriculture, et je crois qu'il faut changer cette donne-là. L'autre aspect, c'est que les éleveurs développent chaque jour davantage leurs espaces d'intervention, et par conséquent, il faudrait que les politiques prennent en charge cet aspect lié à cette mobilité des pasteurs. En définitive, il faut faire en sorte qu'on puisse articuler les échelles des éleveurs et les échelles administratives dans le cadre des aménagements. Merci de votre attention.